Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Il y a un an, je commençais mon intervention liminaire à notre Conseil du 26 juin par ces mots « La France va mal », intervention titrée « La France craque et la démocratie avec ». 2 jours plus tard, la France connaissait des journées terribles de violence, bien au-delà des quartiers dits prioritaires. C'était 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, promesse d'une France réunie, alors même que revenait dans le jeu électoral une extrême droite héritière de la collaboration et de la colonisation. La France avait cru aussi se rassembler avec l'équipe de foot victorieuse en 1998, mais la crise économique, sociale, démocratique n'a fait que grandir jusqu'à cette situation ingouvernable d'une France fracturée révélée par la dissolution. Que dirait De Gaulle, qui croyait, avec sa Constitution, garantir la stabilité d'une France unie, héritière de sa résistance? Il y a un mois, nous alertions la majorité métropolitaine sur la nécessité, face aux crises sociales et citoyennes, de tout faire pour élargir les bases populaires de notre majorité face à la profondeur de ce qui divise notre peuple, de ce qui oppose les rurins et les urbaux, les centres et les périphéries, les précaires aux statutaires, les niveaux de vie comme les modes de vie, les origines, les cultures. Division qui crée cette sensibilité à fleur de peau qui rend le débat public si heurté, si difficile, alors que tant de transformations sont nécessaires. Le résultat du 9 juin, avec le RN en tête dans la métropole, confirme nos inquiétudes. Le philosophe Jacques Rancière nous dit que les soubresauts de la Ve République sont le symptôme d'un régime où la démocratie ne trouve pas à s'exprimer. Oui, loin des polémiques et des caricatures, on ne peut répondre à l'échec historique dans lequel notre société se débat sans une refonte radicale de notre démocratie. Dans cette situation, le discours de dénonciation des extrêmes renvoyés dos à dos est insupportable, alors même que ce sont depuis des décennies les consensus des partis gouvernementaux qui ont détruit les repères, fragilisé les liens sociaux, tenté de faire accepter une violence économique et sociale sans précédent, une désindustrialisation massive qui a placé notre si riche pays dans une situation de sous-développement face à la crise du Covid. Une métropolisation forcée faisant exploser les inégalités et les ségrégations, une précarisation de tout organisant la concurrence permanente de tous contre tous pour le logement, pour l'emploi, pour les droits sociaux. Oui, ce sont tous ceux qui nous disaient qu'il n'est pas d'autre politique possible qui ont progressivement détruit cette France construite dans l'alliance et la confrontation entre gaullisme et communisme, une France inégale et coloniale, mais qui se voulait l'héritière de 1789 comme de 1936, eux qui, avec la trahison du vote populaire de 2005, ont écrasé la démocratie elle-même. Ils ont fait cette France où le patrimoine des 500 plus grandes fortunes est passé en 10 ans de 200 à 1200 milliards, autrement dit de 15% à 50% du PIB. C'est une véritable saignée permanente de la France qui est imposée au profit des premiers de cordée de Macron. Qui peut encore accepter cette situation et refuser d'utiliser la fiscalité pour permettre de nouvelles politiques publiques? Et si personne ne s'étonne de voir l'extrême droite construire son ascension dans la division du peuple entre eux et nous, utilisant le racisme et la xénophobie à peine masqués derrière la dédiabolisation, il faut dire la gravité des choix de gauche et de droite qui utilisent de fait le racisme pour criminaliser toute critique de la domination occidentale. Dans nos médias, on ne peut être pro-palestinien sans être antisémite. Et un élu de cette assemblée peut confondre sur mes épaules le drapeau de la Palestine et celui du Hamas. De même, on a entendu un racisme anti-russe s'exprimer sans honte dans nos médias de gauche et de droite, jusqu'à l'interdiction de compositeurs et danseurs russes, pendant que les préfectures expulsant des migrants originaires du Moyen-Orient, tout en installant des réfugiés ukrainiens. Si les sportifs US avaient été exclus à chaque guerre menée par les USA, il n'y aurait pas eu beaucoup de médailles pour le drapeau étoilé. Ce 2 poids 2 mesures dans les politiques internationales et l'instrumentalisation de l'antisémitisme dans le débat public a été un terrible accélérateur de la crise politique et démocratique, comme de la dédiabolisation de l'extrême droite, avec Marine Le Pen pour Manoukian au Panthéon, ou un laudateur des néo-nazis ukrainiens le 6 juin sur les plages du débarquement. Brecht disait « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution par temps de crise ». En 2024, le temps n'est pas de chemise noire dans les rues de Rome, mais la néo-fasciste Mélanie a régularisé plus de sans-papiers que Macron, mais elle a été plus efficace que lui dans les attaques contre le droit du travail, les revenus sociaux, et on peut aujourd'hui travailler pour 4 € de l'heure en Italie. Oui, l'extrême droite peut être un gestionnaire loyal et efficace du capitalisme en crise. Et quand partout la démocratie médiatique occidentale craque,
Les élites économiques et politiques constatent l'échec de leur recomposition politicienne. Ceux qui disaient en 1936 plutôt Hitler que le Front populaire considèrent, comme Bolloré et ses médias, que la démocratie est périmée. Non, nous ne sommes pas confrontés à la folie des extrêmes politiques, mais à la folie d'un modèle de démocratie bourgeoise en faillite. Non, le Front populaire n'est pas un extrême réuni par la peur de l'extrême droite. Les penseurs de la dissolution voulaient faire exploser la droite, c'est fait, et la gauche, c'est raté, mais ce sont les extrémistes des marchés financiers. Car traiter Mélenchon d'antisémite, c'est comme dénoncer Chirac comme raciste pour sa célèbre phrase sur le bruit et l'odeur, ou Mitterrand comme fasciste pour ses relations ambiguës avec Bousquet. Ce n'est même pas de la mauvaise politique, et c'est dérisoire face à la crise démocratique que nous vivons. Blum disait, je me surprends à citer Blum, « Toute classe dirigeante qui ne peut maintenir sa cohésion qu'à la condition de ne pas agir, qui ne peut durer qu'à la condition de ne pas changer, est condamnée à disparaître de l'histoire. » Le nouveau Front populaire est une chance pour retrouver la France, toute la France, pas seulement celle de gauche, mais comme en 1936, toutes celles qui refusent la dérive fasciste. Le Front français pour le gouvernement de la France, disaient ensemble Maurice Thorez et Léon Blum. La France est une nation politique. Nous avons coupé la tête au roi, il ne peut exister d'unité de la couronne. Notre histoire sociale interdit l'unité de la réussite d'argent. Notre nation laïque, multiconfessionnelle et sécularisée ne peut plus avoir d'unité religieuse. La France se meurt du vide de construction politique nationale assumé par les pouvoirs successifs jusqu'à ce président Macron qui a cru diriger un conseil d'administration. Là est le danger du Rassemblement national, qui propose un pouvoir fondé sur la division, mais qui s'inscrit dans une histoire politique française, celle de Thiers et de Pétain. Maurice Thorez, au début du Front populaire, disait clairement « Le gouvernement issu de la victoire du Front populaire n'est pas le gouvernement des partisans du Front populaire, encore moins le gouvernement d'un parti. Il est le gouvernement de la France. » Et quelques mois plus tard, il insistait « Nous croyons possible le rapprochement avec la plus grosse partie des paysans et ouvriers qui ont encore voté le 3 mai 1936 à plus de 4 millions pour les candidats opposés au Front populaire. » Oui, il n'y a pas d'issue politique sans reconquérir des millions d'électeurs populaires du Rassemblement national, sortir du pouvoir de la finance et redonner son pouvoir le plus large au peuple sans reconstruire son unité défaite. Le nouveau Front populaire est une réaction immédiate, mais qui appelle à un effort de long terme pour refonder la République. Victor Hugo disait « La Révolution et la République sont indivisibles ». C'est ce que chantait Ferrat, évoquant la France du vieil Hugo tenant de son exil, de Picasso tenant le monde au bout de sa palette, des lèvres d'éluard dont s'envolent des colombes. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Merci. Je vous remercie. Merci.